Alors, vous avez compris comment faire une sélection dans une liste et dans une data frame. Abordons maintenant dans la troisième partie de ce cours comment importer des fichiers externes. D'accord? En statistique, les données constituent le point de départ de toute analyse. De ce fait, il est primordial de savoir maîtriser des opérations telles que l'importation, l'exportation, les changements de type, de savoir repérer les individus possédant des valeurs manquantes, concaténer les niveaux d'un facteur. D'accord? Et etc. Voyons ensemble comment effectuer ces différentes opérations. Pour importer vos données, les données sont initialement collectées, souvent pré-traitées avec un logiciel, que ce soit un tableur ou un logiciel de statistique, chaque logiciel possédant son propre format de stockage. Le plus simple est d'échanger les données par un format commun à tous, c'est-à-dire le format TEX, avec l'extension .txt ou .csv. D'accord? Les données. Les données sont en général contenues dans un fichier avec les individus en ligne et les variables en colonne. Le format TEX est constitué de données qui sont toutes séparées par un séparateur de colonnes. Prenons l'exemple d'un fichier qui regroupe la mesure de 4 variables, donc âge, sexe, taille et poids, pour plusieurs individus, et le séparateur de colonnes utilisé est le point-virgule. La première colonne représente l'identifiant des individus, ici leur prénom. Tous les prénoms doivent donc être différents. Cet identifiant est en général une chaîne de caractères ou le numéro de l'individu. Si les individus n'ont pas d'identifiant et ou les variables n'ont pas de nom, dans ce cas, les identifiants seront juste les numéros de ligne de l'individu. Et les variables seront définies de V1 à Vn, avec N le nombre de colonnes du fichier test. D'accord? Prenons un exemple pour expliquer tout cela. Importons notre fichier 1. Alors, on va importer notre fichier 1. Oups, on a une erreur. Alors, cannot open file, not search file or directory. Alors, cela signifie qu'on n'est pas au bon endroit pour récupérer notre fichier. Comment régler cela? Il faut retourner dans le dossier principal. Ici, on va retourner dans notre dossier. On va juste copier le chemin d'accès à notre fichier. D'accord? Donc, on copie le chemin d'accès à notre fichier qui est là. Fichier 1, on copie. Puis, on retourne à R et on fait set working directory. Et là, on va coller le chemin d'accès. Et comme on n'est pas sous Linux, on va juste remplacer les backslash par des slash simples. D'accord? Et voilà. On peut maintenant exécuter ici notre data 1. D'accord? On affiche. Voilà. Donc, affichons notre fichier 1 sans le row name. Donc ici, on va mettre data 1. Cette fois-ci, on ne mettra pas de header. D'accord? Donc, on affiche les résultats. On voit ici que le nom des différentes colonnes est remplacé. Le nom du header est remplacé ici par des V. V1, V2, V3, V4 et V5. D'accord? Maintenant, prenons un cas où on a tous les éléments. C'est-à-dire, on a fichier.txt, on a le séparateur, on a le row name, on a les headers. D'accord? Donc, exécutons tout ça et puis affichons le résultat.
D'accord? Donc ici, on a les noms, ici, les noms de lignes et les noms de colonnes. D'accord? Décrivons les arguments utilisés. Alors, le fichier .txt, c'est notre fichier. Ce n'est pas un argument. Le séparateur, c'est le séparateur qui sépare les différents éléments qu'on a collectés. Ici, ça permet d'indiquer à R le caractère qui sépare les colonnes au sein du fichier. D'accord? Ça peut être un point-virgule. Dans ce cas, on met entre griffe point-virgule. Ça peut être un espace. Dans ce cas, on met entre griffe un espace. Ça peut être une tabulation. Dans ce cas, on met entre griffe backslash T minuscule. D'accord? Le header ici indique si la première ligne contient ou non les intitulés des variables. Par définition, cet argument est false. C'est-à-dire qu'il n'ira pas chercher par défaut les noms des colonnes dans la première ligne. Il faut lui attribuer la valeur true pour changer cela. Et le DEC indique le séparateur décimal. Par défaut, à point. D'accord? Si vous utilisez un fichier issu, par exemple, d'un tableur Excel français, il se peut que vous ayez à changer cet argument par une virgule. D'accord? Le row name qu'on a utilisé ici indique si une colonne contient les identifiants des lignes. Lorsqu'il n'y a pas de nom de colonne, R les crée en attribuant à chaque individu son numéro de ligne. Pour noter que les fichiers importés ici se trouvent dans le dossier courant. Voilà. Si le fichier n'était pas dans le dossier courant comme ce qu'on a fait tout à l'heure, nous sommes partis chercher le fichier et le ramener. Quand on est sous Linux, on laisse tel quel. Mais quand on est sous Windows, on met juste un slash. D'accord? Alors, on va travailler maintenant les données qu'on a. On va travailler maintenant avec les données manquantes. Alors, supposons qu'on a ici, on n'a heureusement pas de données manquantes. Voilà. Donc, quelquefois, ça peut arriver que lorsque vous allez faire votre traitement statistique, il y a des données qui manquent. Et si on n'a pas de données manquantes, on va afficher quand même. Si la donnée manquante, elle va les remplacer par des NA. D'accord? Donc, ici, on va récupérer le fichier abeille.csv qui se trouve dans le répertoire courant. Donc, pour connaître ce qu'on a dans le répertoire courant, on utilise dir. Donc, si on fait dir ici, on aura ici tout ce qu'on a dans le répertoire courant. D'accord? On a abeille.csv et fichier.txt. Voilà. Donc, affichons abeille.csv. Donc, là, on a toutes les données qu'on a sur abeille. On peut afficher ça ici en appuyant sur DT1. D'accord? Donc, là, on va faire dim DT1. Va nous afficher le nombre total de lignes et de colonnes. D'accord? Affichons les trois premières lignes et toutes les colonnes. Donc, on fait DT1, les lignes allant de 1 à 3 et toutes les colonnes. Donc là, on va afficher DT1. Là, on voit qu'on a 3 lignes et toutes les colonnes qui sont là. OK? Donc, l'option row n'a pas été utilisée ici, tout simplement parce que, par défaut, c'est disponible. Alors, comment gérer les erreurs d'importation? Il peut arriver que lors de l'importation, il y ait certaines petites erreurs qui vont empêcher votre fichier d'afficher. D'accord? Alors, pour cela, on va utiliser Summary DT1, ici, comme notre option DT1, pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc, ici, nous n'avons pas de données manquantes et le type de variable est correct. C'est-à-dire, on a premier quartile, médian, minimum, troisième quartile, maximum. Donc, ici, on n'a pas de problème. On travaille avec des nombres. Parfois, lorsque l'importation ne fonctionne pas, l'erreur peut provenir du fichier test lui-même. D'accord? Alors, voici quelques erreurs habituelles lorsque vous importez un data frame. Le séparateur de colonnes peut être mal spécifié. Le séparateur décimal peut être mal spécifié, c'est-à-dire les variables risquent d'être considérées comme qualitatives. La tabulation qui remplace un blanc. Voilà. Le problème dans un guillemet
non fermé, l'oubli du signe égal après une fonction. Alors, vous pouvez maintenant importer tous les types de fichiers via RStudio en utilisant l'onglet Import Dataset qui est juste là. Import Dataset from test base. Ici, on peut importer notre fichier 1. On importe, voilà. On importe ici, string as factor, etc. Voici comment ça va afficher. Donc là, on clique sur OK. Voilà, on l'a importé. D'accord? Ensuite, il y a plusieurs types de fichiers à importer. Vous pouvez importer directement à partir d'Excel, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que les tableaux de données peuvent être stockés dans un fichier test délimité. Voilà. Vous pouvez importer ces fichiers sous la forme d'une data frame via la fonction read.table. D'accord? Il faut être vigilant dans le choix des arguments lors de l'importation pour ne pas se retrouver avec un résultat non souhaité ou pire une erreur. La fonction summary nous permet d'avoir un aperçu global d'un data frame et des différents types de chaque colonne après importation. Maintenant que vous savez comment importer des fichiers externes, nous allons voir comment les exporter et les sauvegarder afin de pouvoir les réutiliser ultérieurement. Mais si on va suivre cette section, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce en l'air si vous avez aimé et on se retrouve tout à l'heure.